Donc aujourd'hui, on va vous parler d'une partie des résultats du mémoire de Camille, hein, qui porte sur les rapports des utilisateurs d'Instagram au contenu commandité auprès des Instagrammeurs qui suivent. Donc on a appelé ça acceptabilité des contenus commandités sur Instagram, ambivalence des contenus et rapports multiples aux prescriptions qu'ils contiennent. Je vais vous parler un petit peu du cadrage général dans lequel j'étais quand Camille est venue me voir pour me parler de son projet de mémoire, et puis ensuite Camille va parler plus spécifiquement de ce sur quoi elle a travaillé. En fait, moi, ça fait un moment que je m'intéresse à la multiplication de contenus marchands qui sont ambivalents, qui disent pas clairement leur nom, qui sont publicitaires, mais qui taisent leur identité publicitaire. Alors ça peut prendre plein de noms au cours du temps, hein, ça va être placement de produits. En ce moment on parle beaucoup de publicité native et de marketing de contenu. Le terme beaucoup utilisé quand ces contenus-là circulent sur les médias sociaux numériques, ça va être contenu commandité ou contenu sponsorisé. C'est des nombreux noms, mais finalement ça cache une même appétence pour des contenus marchands qui seraient pas faciles à distinguer des contenus informationnels. Ça nous a intéressé avec deux collègues de l'université de Sherbrooke, Marie-Ève Carignan et Dany Baillargeon, avec qui on a commencé à travailler là-dessus, puis à recenser un petit peu toutes les formes justement de contenus comme ça qui taisent leur nom, leur identité commerciale. Ça nous a amené à faire une proposition de catégorisation de ces contenus, et avec Internet particulièrement, mais ça se voit aussi sur les supports en ligne, on voit qu'il y a une tendance vraiment à inventer des contenus qui sont intégrés, c'est-à-dire qu'à la fois ils ressemblent au contenu généré par les utilisateurs même ou au contenu généré par les journalistes quand on est dans des contenus hors ligne, et puis avec pas systématiquement, mais en plus une intégration encore supplémentaire qui va être une intégration thématique. Donc ça peut arriver jusqu'à ressembler comme deux gouttes d'eau à un contenu informationnel trouvé d'habitude sur le site. L'exemple typique du contenu intégré, ça va être les posts sponsorisés que vous voyez quand vous circulez sur Facebook ou sur Instagram, et qui peuvent strictement avoir aucun lien avec les contenus que partagent vos amis ou vos abonnés, mais en revanche ça ressemble comme deux gouttes d'eau au format du post, hein, au niveau sémiotique. Et puis les contenus thématiques, ça va être carrément par exemple des articles de journaux qui sont pas rédigés par des journalistes mais qui ont été commandités par des marques. Alors, on n'était pas tout à fait satisfait par la catégorisation qu'on essayait de faire. Pourquoi ? Parce que finalement, les publicitaires, une de leurs compétences, c'est d'être créatifs. Et donc, au fur et à mesure, on essayait de créer un registre de ce qui était identifiable comme du contenu commandité, ça bougeait, et donc là je vous montre un petit peu tout ce que ça peut représenter. Donc je vous ai parlé des posts Facebook, vous avez aussi des personnages qui comme ça existent sur les médias sociaux numériques en ayant leur propre compte, mais sont en fait des personnages de marque. Vous avez pareil l'utilisation de la création de chaînes vidéo qui sont en fait des contenus de marque complètement gérés par une entreprise. Vous avez aussi les liens sponsorisés, hein. Finalement c'est ça le principe des liens sponsorisés sur les moteurs de recherche. Ça consiste à essayer de ressembler au maximum aux liens aux réponses naturelles. Vous avez donc tout un tas d'articles qui vont être nommés comme des collaborations, des articles infocommerciaux, etc. Donc il y a une expansion du vocabulaire pour faire que justement ce soit pas si simple d'arriver à savoir exactement face à quel type de contenu on est. Et bien sûr, sur les médias sociaux numériques et particulièrement sur Instagram, ça se traduit par des formes très variées, comme je vous ai pris un exemple. Donc c'est une personne qui dit je suis super contente de pouvoir porter ce pull de créatrice locale, et puis on ne sait pas du tout, est-ce que derrière il y a un contrat, est-ce que c'est simplement des amis, est-ce que réellement c'est parce qu'elle a trouvé qu'il était très joli, et puis c'était très très important pour elle de pouvoir le valoriser auprès de sa propre audience, est-ce que c'est des accords tacites d'échange d'audience, etc. C'est très très flou en fait, c'est pas très encadré.
il y a peu de possibilités de l'encadrer vraiment légalement parce que c'est pas sur des thématiques particulières où on pourrait interdire des thématiques ou interdire des publics. Hein, c'est uniquement qu'il faudrait identifier normalement le contenu marchand comme un contenu marchand. Et dans l'absolu, il y a régulièrement des liens. Alors on peut dire qu'il y a le lien vers la boutique, etc. Donc c'est assez difficile de savoir si le lien marchand est légalement intégré ou pas. Tout ça nous a amené du coup à essayer d'arrêter de reprendre le vocabulaire utilisé par les professionnels en parlant de publicité native, marketing de contenu, etc. Mais plutôt d'aller chercher c'est des semi-auticiens qu'on proposé ça. Hein, c'est un ouvrage qui s'appelle La fin de la publicité et où il parle d'un double phénomène de dépublicitarisation-publicitarisation. La publicitarisation étant un vieux phénomène historique qui reprend tous les effets que la publicité va avoir sur les formes que prennent les médias. C'est une manière dont les médias vont se construire pour laisser de la place à la publicité. Alors au niveau formel, donc par exemple les listes à puces sur internet, c'est pas parce que c'est plus facile à lire, c'est parce que comme ça vous lisez plus vite et donc vous recliquez régulièrement et donc il y a plus de pubs affichées à la minute. Et il y a aussi des questions de fond, hein, parce que ça va être certains sujets traités plutôt que d'autres, la profondeur des sujets, le côté controversé ou pas des sujets qui vont être, il va y avoir des formes d'autocensure pour faire que ça ne dissuade pas les annonceurs d'apparaître sur ces médias. Et parallèlement à ça, en fait, il y a un mécanisme de dépublicitarisation qui est défini par les auteurs comme les tactiques des annonceurs qui visent à se démarquer des formes les plus reconnaissables de la publicité pour lui substituer des formes de communication censées être plus discrètes, dégager des marqueurs de la publicité. Et j'ai un très bel exemple. Vous croyez que mes lunettes c'était pour me protéger les yeux, mais par exemple, voilà, vous avez un truc qui est pratique, qui est donné par le chirurgien une fois qu'on vous a opéré des yeux, mais en plus, je fais de la pub en parallèle. Donc c'est typiquement, c'est des formes dépublicitarisées. C'est pas vraiment du contenu qui se revendique comme publicité. En même temps, ça contient quand même la mention de la marque, si possible une valorisation de la marque. Et ce qui est intéressant quand on s'intéresse au phénomène publicitaire, hein, c'est que finalement les espaces très identifiés au sein des médias de masse, c'est une parenthèse au sein de l'histoire publicitaire. La plupart des contenus qui ont été construits par l'industrie de la publicité depuis qu'elle a été inventée, qu'elle se formalise depuis plus de 3 siècles, c'est du contenu de marque. Ça va être des catalogues où à la fois on vous aide à faire votre choix en termes de quels critères il faut intégrer pour sélectionner tel ou tel type de produit, et puis en même temps on vous propose d'acheter les produits. Ça va être des petits tutoriaux pour vous aider à utiliser le produit, etc. Donc ça fait très longtemps que ça existe, ces contenus qui sont plus ambivalents. Le seul souci, c'est que en fait toute l'éthique, donc le monde de la publicité n'est pas vraiment encadré par une éthique qui est contraignante. Hein, c'est-à-dire que si vous la respectez pas, vous pouvez continuer à être publicitaire. Mais les chartes éthiques qui sont signées par les agences de publicité prennent toutes comme argument essentiel pour le fait que la publicité soit acceptable, que le contenu soit en prenant les termes de Roland Barthes, franc. C'est-à-dire, clairement, il dit « je suis un contenu commercial, maintenant je vais essayer de vous convaincre ». Pourquoi c'est une éthique? C'est parce que quelque part, une fois qu'on vous a dit qu'on essayait de vous vendre quelque chose, ça a activé chez vous tout l'esprit critique en disant « ok, je sais qu'il va me dire que du bien du produit, etc. » Et donc là, ces contenus-là, finalement, ils vont à l'opposé de cette éthique fondamentale de la publicité. Je te laisse présenter ça. Sur quoi tu as voulu travailler. Alors, par rapport au projet, plus précisément, on a décidé de s'attarder à la plateforme, aux réseaux sociaux numériques Instagram, notamment parce que il est relativement récent par rapport à Facebook, puis les intérêts des marques aussi sur la plateforme sont aussi récents. Instagram, là, brièvement, c'est une application principalement mobile pour télécharger des photos instantanément. On peut commenter, partager, tout ça, mais c'est vraiment réservé normalement à la photographie, et ça s'organise plutôt sous thème que sur amitié, si on compare à Facebook par exemple. On parle de 80 millions de photos téléchargées chaque seconde. Puis les derniers chiffres que j'avais aussi, c'était plus de 700 millions d'utilisateurs mensuellement. Pour les marques, l'intérêt, en fait, il y a plusieurs millions de dollars qui sont prévus pour les publicités dans la plateforme Instagram. On parle de 1 à 2,4 milliards de dollars d'ici 2019. Puis, il y a 14,5 à 32,3 millions de publications commanditées aussi sur la plateforme. Puis, comme le mentionnait Alexandre, les publications commanditées
sont pas toujours explicités comme tels. Fait qu'il y a une ambiguïté par rapport à ça. Puis aussi, ça soulève beaucoup d'enjeux communicationnels parce que maintenant, les marques ont un rapport direct avec les usagers, les consommateurs. Puis il y a aussi la nouvelle notion de micro-influenceur qui se distingue, par exemple, de l'utilisation des célébrités, mais du partenariat avec des célébrités qui étaient réservé avant à des entreprises qui avaient beaucoup de moyens financiers, mais qui sont maintenant accessibles à des plus petites compagnies qui offrent plus d'opportunités justement de se jumeler à un micro-influenceur qui a une visibilité importante sur Instagram. On peut parfois parler de milliers d'abonnés, par exemple. Et ça soulève aussi des enjeux de santé publique parce qu'on s'intéresse aux marques alimentaires. Fait que c'est des informations parfois qui concernent la santé, l'alimentation, qui réfèrent à des habitudes alimentaires, des valeurs nutritives des fois aussi. Fait que ça peut avoir un impact important sur la réception des messages de la part des usagers quand ça concerne la santé. Puis, on ne sait pas nécessairement si l'information est valide, surtout si elle est teintée d'un objectif publicitaire. Donc, ma problématique, j'allais oublier le plus important, à partir de ces enjeux-là, on veut savoir qu'est-ce qui favorise ou non la confiance d'un usager quand il voit un contenu qui est associé à une marque alimentaire. Qu'est-ce qui favorise la confiance ou non envers l'Instagrammeur, mais aussi envers la marque. Oui, alors peut-être on s'est intéressé spécifiquement, parce que l'alimentation, elle est très très présente sur Instagram, et nous on s'est intéressé spécifiquement au contenu fait maison. Les personnes qui voulaient échanger autour de ce mot-clic. Alors, comment on a voulu aborder ça hein, pour traiter les questions de confiance, on viendra plus en détail sur comment ça nous a aidé en présentant les résultats et la discussion, mais très rapidement, en fait, on est allé chercher deux cadres théoriques complémentaires, un sur la prescription. Le principe de la prescription, hein, c'est Armand Hatchwell qui l'a beaucoup défini à travers un article en 95 où il définissait ce que c'était que des marchés à prescripteurs. Puis en fait, pour faire simple, il vous disait que la vision économique du commerce met en place un acheteur en face d'un vendeur et que concrètement ça marche jamais, ça, parce que l'acheteur peut jamais avoir confiance dans le vendeur et que finalement pour que l'échange fonctionne sur les marchés, il faut toujours une tierce personne qui va être ce qu'il appelle le prescripteur et qui va être donc la personne digne de confiance, reconnue comme compétente, qui va donner des avis sur les éléments à consommer au sein de ce marché. Donc, je vous ai pris un exemple avec le marché justement alimentaire. Si vous avez juste une marque alimentaire qui dit mes produits sont les meilleurs, l'acheteur va pas être très convaincu. Et donc, on voit à travers les différentes manières de se mettre en scène de la marque que pourquoi pas, elle va faire des publicités où elle engage un acteur et lui fait porter une blouse blanche. Par contre, en termes d'autonomie du prescripteur par rapport au vendeur, en général, c'est identifié comme pas très très fort. Après, ça peut être aussi sur des grandes marques alimentaires, elles ont carrément des laboratoires de recherche avec des nutritionnistes qui travaillent pour eux. Là, on peut se dire que il y a tout l'éthos du chercheur à côté qui donne un petit peu plus d'indépendance par rapport au discours de la marque. L'idéal, c'est on va avoir carrément un nutritionniste indépendant qui dit ce produit-là c'est le meilleur à mon avis. Et où là, on va lui reconnaître le rôle maximal de prescripteur. Évidemment, plus le triangle en fait est équilatéral, plus vous vous retrouvez avec une relation où l'acheteur peut décider en toute confiance de sa consommation. Et ce qui est intéressant à travers ce mécanisme que décrit Hatchwell, c'est que, pour renvoyer à l'histoire de la publicité, il y a une tentation historique de la publicité d'essayer de déguiser ces discours en discours de prescripteurs indépendants plutôt que de se faire reconnaître comme des vendeurs. À titre d'exemple, quelque chose, le marketing avait même pas encore été inventé que Danone, quand ça a été inventé, ils offraient des tickets aux médecins pour récupérer des yaourts. Ils avaient fait le choix de distribuer leurs yaourts en pharmacie plutôt qu'en magasin alimentaire classique. Et le ticket était nominatif, c'est-à-dire que le médecin pouvait même pas envoyer quelqu'un chercher le yaourt pour eux. Il devait se rendre lui-même dans la pharmacie pour prendre les yaourts, parce que ça avait déjà été pensé en se disant si les gens voient que l'expert en matière de santé commande régulièrement des yaourts, et qui commande nos yaourts, ça ne peut que être bon pour l'image de Danone derrière et sa légitimité en termes de marque santé.
Donc voilà, ça va être, il y a une tentation de s'associer des prescripteurs, tout en conservant leur indépendance, hein, leur autonomie de discours. Et ce qui fait que au sein de cette variation entre le vendeur et le prescripteur, il y a eu tout un tas d'actions qui ont été menées au cours du temps et qui nécessitent d'avoir un regard quand même assez critique pour voir à quel moment il y a une indépendance qui n'est que de façade, avec en fait derrière des connexions qui sont juste masquées au grand public mais qui existent. Alors, deuxième approche, c'est la prescription, ça permet de comprendre le marché, ça permet de comprendre les actions des gens qui structurent le marché. Après, comment ça circule ces prescriptions, comment ça marche, c'est réussi, on croit que le produit est meilleur parce qu'il y a quelqu'un avec une blouse blanche qui nous a dit qu'il était meilleur, ou au contraire on n'y croit pas. Là, on est obligé d'abandonner juste cette théorie-là et aller chercher plus des théories des publics, hein. Et notamment, c'est là que l'approche communicationnelle de la confiance est intéressante, parce que ça essaie à la fois de montrer comment on agit dans un monde incertain, on ne maîtrise pas toujours toutes les conséquences de nos choix, particulièrement dans l'alimentation. Ce qu'on mange aujourd'hui, il y aura peut-être des conséquences dans 20 ans, 30 ans, donc c'est très difficile pour nous d'arriver à comprendre exactement quels sont les enjeux de nos choix en termes de consommation. Et donc on a besoin de faire appel à de la confiance, c'est-à-dire déléguer à un moment justement à quelqu'un qu'on estime franc, honnête et compétent la responsabilité de cette santé à long terme issue de nos choix de consommation, et que comme ça marche pas complètement avec juste des connaissances rationnelles, etc. Ça marche avec la mise en scène de la part des personnes qui revendiquent ce rôle de prescription, la mise en scène de tout un tas de gages de confiance pour prouver qu'ils sont compétents et qu'ils sont de bonne foi quand ils donnent des informations et qu'ils orientent vers tel ou tel type de consommation. Donc il y a eu pas mal de travaux qui ont été faits sur les questions de comment la confiance, c'est une construction multidimensionnelle au sein de la relation. La personne qui a le plus travaillé sur ça, c'est Louis Quéré. Et donc, ça inclut entre autres des questions comme la prétention à la sincérité, qui est une des dimensions de la compétence communicationnelle que définit Louis Quéré. Ça inclut aussi ce que les sémioticiens appellent l'énonciation, c'est-à-dire pas simplement un énoncé, mais aussi une mise en scène de l'émetteur du message à l'intérieur de cet énoncé, une mise en scène de son interlocuteur et une mise en scène de la relation qui est proposée. Donc typiquement, c'est pas simplement dire ce produit c'est prouvé, il est bon, parce que ça, l'énoncé tout seul, c'est une des dimensions de la communication, mais ensuite il faut savoir qui a prononcé cet énoncé, parce qu'on va juger différemment nous la personne selon comment on la reconnaît comme indépendante, compétente, etc. Donc l'énonciation, c'est ce qui fait que par exemple quand vous avez des résultats convergents sur l'innocuité par exemple d'un produit alimentaire, si c'est une agence indépendante qui diffuse ce résultat, ça va pas être reçu de la même manière que si c'est une marque commerciale qui le diffuse. La marque commerciale, l'énonciation va faire, c'est le même message sur le fond, mais l'énonciation va faire que le contenu va être davantage remis en cause, on va être davantage suspicieux vis-à-vis de ce contenu-là. Et enfin, dernier élément, c'est que la confiance fonctionne pas, c'est pas soit on délègue complètement notre confiance à un tiers, soit on conserve la responsabilité de nos décisions. Ça va être toujours une délégation un peu variable sur certains éléments. Donc globalement on connaît pas mal de choses sur un secteur, et puis il y a juste certains éléments pour lesquels on est moins compétent, et c'est à ce moment-là que la confiance va être activée. Donc en fait c'est des écosystèmes dans lesquels pourquoi pas, quand on analyse la confiance à un niveau communicationnel, pourquoi pas les gens n'ont pas du tout confiance dans un écosystème, mais malgré tout ils continuent à agir dedans parce que ils sont l'endroit où ils ont besoin de faire confiance, c'est juste sur un tout petit paramètre à l'intérieur de cet écosystème, et c'est suffisant. Typiquement dans l'histoire d'Internet, il y a un cas qui prouvait bien ça, c'était l'utilisation les achats en ligne, où en fait globalement personne n'avait confiance dans les achats en ligne, mais les personnes pensaient qu'elles étaient bien protégées par les banques, c'est-à-dire que si elles se faisaient piquer leurs coordonnées bancaires et vider leurs comptes, les banques, il y avait tout un tas d'assurances qui feraient qu'elles seraient remboursées.
Donc peut-être que le système n'est pas du tout digne de confiance, mais comme on a l'impression qu'on a une garantie par quelqu'un à qui on reconnaît cette confiance, ben on continue quand même à agir. Voilà, je te laisse. Alors, pour les projets, justement, on voulait savoir les usagers, comment ils faisaient confiance ou à partir de quoi ils suivaient pour faire confiance. Puis aussi, on voulait savoir qu'est-ce qui était proposé aux usagers aussi. Fait qu'il y en a eu deux analyses. Fait que premièrement, une analyse de comptes Instagram. On a relevé 5 comptes alimentaires avec 10 photos chacun. Chacun, c'est ça. Pour analyser, voir un peu justement quelle sorte de dénonciation aussi était produite. Ensuite, on a fait des entretiens compréhensifs. La justification, en fait, de cette méthode-là, c'était de pouvoir encourager la réflexivité des participants. Comme on a dit, la confiance, c'est assez complexe. Ça s'inscrit dans des dimensions multidisciplinaires. Puis, on voulait vraiment aller chercher justement en profondeur comment les participantes voyaient les contenus commandités. On a eu plusieurs méthodes de contact, dont une qui a été difficile. On a contacté par messagerie privée directement sur la plateforme Instagram des usagers d'Instagram qui étaient abonnés à des comptes qui concernaient l'alimentation. On a envoyé des dizaines de messages. J'avais fait un compte officiel étudiante à la maîtrise avec bon description, approbation du certificat éthique. Mais j'ai eu une réponse. J'ai eu un retour que j'ai beaucoup apprécié. J'ai eu une participante de cette façon-là. Puis l'autre méthode qu'on a utilisée, c'était la méthode de proche en proche. Donc, quelqu'un que j'ai rencontré qui m'a référé à quelqu'un d'autre, etc. Au départ, on voulait avoir des hommes et des femmes. 4 hommes, 4 femmes. Finalement, on s'est rendu compte que c'était vraiment difficile de recruter des hommes. Il y a beaucoup d'hypothèses qui expliquent ça, notamment la présence plus haute de femmes sur Instagram. Aussi, je pense que la dimension, l'intérêt à l'alimentation en général, puis aussi, il y a beaucoup d'hypothèses qui peuvent expliquer pourquoi il y avait plus de femmes qui étaient actives sur des comptes alimentaires. On peut penser notamment justement à la préoccupation du poids. Il y a des études aussi qui s'intéressent justement au fait que les femmes s'intéressent généralement plus activement à la santé en général. Puis aussi du fait que socialement, les femmes en général, mais ça c'est discuté aussi dans le mémoire, les rôles sociaux, souvent la femme a encore le rôle par exemple d'aller faire les achats, faire la cuisine, etc. Donc, finalement, c'est quand même représentatif qu'on ait seulement des femmes pour le projet parce que on s'est rendu compte que ça représentait bien la communauté Instagram qui avait comme intérêt aussi l'alimentation. Puis, on a utilisé l'analyse de discours pour les entretiens compréhensifs suite au verbatim. J'avais une grille d'entretien pour chaque rencontre que j'ai transformée par la suite là, en grille d'analyse pour voir les axes justement qu'on allait observer pour les résultats. Donc ça, c'est un exemple de la grille d'analyse des comptes. C'est juste une partie... Oh, excusez, c'est pas moi qui contrôle. C'est juste un extrait, en fait, de la grille d'analyse. Là, ça allait jusqu'à 10, si je me trompe pas. Puis il y avait encore plus aussi de catégories. C'est pour dénoter les indices au début. Donc, avant de faire des axes ou des grands thèmes, pour l'analyse des comptes, on observait plusieurs éléments. Comme par exemple, si on voulait savoir la transparence, si un contenu était commandité ou non, on va relever, est-ce que c'est mentionné par exemple dans le hashtag? Ça, c'est aussi une méthode. Soit que c'est, des fois, ils mettent collab, ad pour advertisement, ils vont mettre sponsor pour sponsored. Est-ce que c'est dans les hashtags? Est-ce qu'il y avait une mention dans le texte? Est-ce qu'il y avait une mention dans la photo? Est-ce que c'était mentionné quelque part que ça pouvait être une collaboration officielle ou non? Fait qu'à partir de ces indices-là, on les a regroupés par thème ou par axe, puis on a pu faire les résultats pour l'analyse des comptes. Donc, le résultat qui nous intéressait le plus, ou en tout cas qui est le plus notable, c'était la transparence, justement. Est-ce qu'un contenu est explicité comme étant commandité ou non? Ce qu'on s'est aperçu, c'était que dans 3/4 des cas, il ne l'était pas. Ça ne veut pas dire que il n'y a pas de commandite. Ça ne veut pas dire qu'il y en a une non plus. Ça, c'est important à retenir. Donc,
ça veut juste dire qu'il y a une ambiguïté, qu'on peut pas savoir. Puis c'est ça qui est important, en fait. Le récepteur, il peut pas savoir à quel contenu se fier. Il sait pas si c'est une publicité, mais il sait pas si c'en est une non plus. Donc, ces mécanismes de réception vont être un petit peu différents selon si c'est lui ou non. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter là-dessus? Oui, ben alors en fait, ça rappelle, je ne sais pas si vous vous rappelez au début, l'éthique publicitaire, ça consiste à dire clairement que c'est un message commercial, et donc le résultat, le premier résultat de Camille, rien qu'en analysant les comptes, est assez frappant parce que, donc comme elle disait, là c'est simplement des contenus ambigus, c'est-à-dire que il y a des marques mises en scène. Et on ne sait pas si réellement c'est parce qu'il y a un contrat derrière, il y a eu une collaboration avec la marque ou pas. Ce qui est finalement assez problématique parce que quand on est dans ce genre de circonstances, ça veut dire que finalement on se retrouve avec plein de contenus, dont pourquoi pas des contenus qui sont publiés de manière tout à fait sincère par les Instagrammeurs sans aucune connexion avec des marques commerciales. Donc, on ne sait plus si on doit leur accorder de la confiance ou pas. Et ça, c'est ce phénomène des contenus ambivalents ramené, comme disait tout à l'heure Camille, c'est vrai qu'avec les micro-influenceurs, maintenant toutes les marques peuvent utiliser ce type de technique. Alors tant que vous avez 2-3 je sais pas, Apple qui donne des iPods au moment où ils sortent le premier iPod, c'est évident bien sûr que les grandes stars sortaient pas comme ça du cinéma avec le iPod à la main, simplement parce qu'elles trouvaient que c'était vraiment un MP3 génial. Évidemment, il y a un contrat derrière, et puis c'est assez rare. Là maintenant, on se retrouve avec, quand vous avez une personne qui habite dans le même quartier que vous, qui s'intéresse beaucoup à l'alimentation et qui dit qu'elle a bu un super café ce matin à tel endroit, mais vous savez pas si c'est parce que réellement elle apprécie, si c'est parce qu'il y a eu un accord avec ce café-là. Et ce mécanisme général, il fait qu'on n'est plus avec certains contenus, c'est-à-dire les grandes marques, on peut jamais leur faire confiance. Et puis, sinon, il y a quasiment toute notre consommation ordinaire. Malgré tout, on est à peu près en confiance. Ça met de la défiance un petit peu partout, et ça rejoint du coup un phénomène qui est vraiment général en termes de défiance dans la société, hein, qui est que vous avez une opposition qui est unanime de la part des internautes face aux tromperies, notamment. Il y a des études statistiques qui montrent bien que la publicité n'est vraiment pas du tout appréciée en ligne. Mais finalement, c'est rare que dans l'étude là, on distingue est-ce que vous êtes contre la publicité ou est-ce que vous êtes contre ces méthodes. Et c'est plus contre les méthodes. Hein. C'est pas. Il y a plein de personnes qui sont tout à fait raisonnables en disant on sait bien qu'on peut pas ne rien payer et ne pas avoir publicité. Et c'est un mal nécessaire. On dit pas qu'on adore la publicité, mais on comprend sa présence. En revanche, ce qui va pas du tout, c'est ses méthodes. En disant, mais le problème est qu'il y a une telle pression pour essayer d'apparaître sans être complètement reconnaissable, et ça nous pose un problème, parce que justement, du coup, on ne sait pas quelle confiance on peut accorder à chacun des contenus qu'on lit. Au point où, dans les définitions, la fausse information, tous ces éléments-là, c'est assez récent, donc il n'y a pas encore des tonnes d'études universitaires qui ont été sorties là-dessus, mais notamment vous avez eu une tentative de définition qui vient de sortir il y a 3 mois, qui identifie une des dimensions, dans la typologie qui a été faite, une des formes de fausse information, c'est la publicité. Donc clairement, c'est reconnu par les individus comme des tentatives de construire de la fausse information. Et les publicitaires sont pas très bien armés face à ça pour prendre en compte cette défiance et se dire on va peut-être faire autrement si nos interlocuteurs sont pas du tout d'accord avec nos pratiques. Notamment parce qu'il y a quelque chose qui a été très bien démontré, enfin très bien résumé par Brunwhite et Murphy il y a 10 ans. C'est quelque chose. Moi, je fais beaucoup d'enquêtes auprès de praticiens et je retrouve leur définition vraiment quasiment dans tous mes entretiens. Ils vous disent les publicitaires sont pas des cyniques, mais par contre c'est des mutiques et des myopes, quoi. C'est-à-dire qu'il y a deux mécanismes qui se mettent en place dans leur fonctionnement. Première chose, c'est ils tirent pas les conséquences des prémices. C'est-à-dire est-ce que vous êtes publicitaire? Oui. Est-ce que vous utilisez des adblockers? Oui. Donc et il n'y a pas de conséquences. Normalement, c'est une contradiction qui devrait amener à réfléchir sur son métier en disant comment ça se fait que moi-même j'essaie d'empêcher les choses que je produis.
Mais il n'y a pas de conséquences. On arrête, c'est un cogito interruptus. Ça, c'est le mutisme. Et l'autre forme qui correspond plus à ce qu'on voit avec ces contenus sponsorisés, c'est la myopie. C'est-à-dire s'arranger pour mal voir le problème. C'est-à-dire que tout le monde vous dit, mais moi, ce que je veux, c'est que vous me disiez franchement que vous êtes de la publicité. Et les publicitaires répondent en disant, vous inquiétez pas, on va faire en sorte que vous ayez des expériences de navigation les plus fluides possibles. Donc on répond pas à la question. On essaie de mettre en scène la question d'une autre manière. C'est dû à plein de contraintes professionnelles qui font que c'est pas facile de se poser des questions avec la pression à la réussite qu'on pose sur les agences publicitaires. Et puis c'est dû aussi à finalement une culture professionnelle qui a encouragé à pas trop se fier au discours des consommateurs ni même s'y intéresser. En fait, on discute entre nous de ce qu'on pense que pensent les consommateurs, mais on les écoute pas vraiment eux directement parce que c'est trop compliqué. C'est long et puis en plus ça obligerait à remettre pas mal de choses en question. Et donc cet élément-là, après, ça malheureusement, il nous semble que ça participe à un phénomène de défiance généralisée qui s'accentue. Et là, on a vraiment des chiffres internationaux. C'est-à-dire que vous avez le Pion Internet, vous avez Edelman qui font des baromètres comme ça tous les ans. Ils testent la confiance dans les institutions, dans les marques commerciales, dans nos voisins, dans des tonnes d'acteurs comme ça qui sont testés. Et on voit que ça ne fait que baisser. Avec, quand on fait les comparaisons Europe, Amérique du Nord, il y a deux traditions. C'est-à-dire qu'en Europe, on fait confiance aux institutions et pas aux marques. En Amérique du Nord, on fait confiance aux marques et pas aux institutions. C'est vraiment à grands traits. C'est un peu les deux cultures de la confiance. Mais dans tous les cas, donc ce qui fait que les marques sont un petit peu moins en recul en Amérique du Nord, mais elles baissent systématiquement depuis des années. Et puis c'est de pire en pire. Je vous ai pris par exemple leurs résultats pour le Canada. Si on compte face à la phrase je n'arrive plus à croire personne, ils ont tous quelque chose à nous vendre. Vous avez quand même une personne sur 5 qui est parfaitement convaincue par cette affirmation. Vous avez plus de la moitié de la population qui est pas mal en accord avec. Et puis si on prend un petit peu d'accord jusqu'à parfaitement d'accord, on a il nous reste plus que 10% de personnes qui estiment qu'elles vivent dans un monde dans lequel on peut avoir confiance. C'est vraiment problématique à plein niveau. C'est vraiment problématique parce que de toute façon, c'est vraiment ça témoigne d'une vision à court terme quand on essaie de faire des mécanismes d'influence qui se masquent, parce que finalement peut-être qu'on va arriver à tromper une personne sur une situation et puis après elle se rend compte qu'elle s'est fait avoir et elle a plus confiance dans le système entier à long terme. Donc finalement à long terme on se tire plutôt une balle dans le pied. C'est très compliqué aussi pour nous en termes de connaissances. Ça c'est pareil, il y a déjà un cas qui existe sur Internet qui avait démontré ça. C'était les avis en ligne. C'est-à-dire qu'au début où il y avait des avis en ligne, quand il y avait des enquêtes qui étaient faites auprès des consommateurs, enfin des internautes, ils vous disaient c'est super, comme ça je sais moi en qui j'ai le plus confiance. J'ai confiance dans les autres personnes qui ont vécu la même expérience que moi. Donc ils me renseignent sur leur avis et comme ça je peux faire mon choix avec quelque part le prescripteur en qui j'ai le plus confiance qui m'a donné son avis. Et puis après, on a commencé à savoir qu'il y avait des faux avis en ligne. Et à partir de ce moment-là, il y a un mécanisme qui se met en place chez les internautes, c'est de se dire, étant donné que je suis pas tout à fait sûr du contenu, même quand il ressemble comme deux gouttes d'eau à un avis d'un autre consommateur, je vais bricoler ma propre clé de lecture pour arriver à avoir confiance. Et là, ça devient très diversifié. On ne peut plus savoir comme ça de l'extérieur s'il y a une dose de confiance ou pas. Certains vont dire je ne fais confiance qu'au contenu négatif. Certains vont dire je ne fais confiance que s'il y a plus de tant d'avis. Certains vont dire je fais confiance que si la personne qui donne l'avis a posté plus de tant de types d'avis, etc. Et puis au fur et à mesure où on voit que l'industrie des faux avis se raffine, on se dit mais même ça c'est pas suffisant. Et donc on finit par construire des grilles extrêmement élaborées dans notre tête de confiance qui font que plus personne n'est capable de comprendre a priori ce qui se passe quand on va sur Yelp par exemple. Qu'est-ce qui fait qu'à la fin on va suivre l'avis ou pas.
Et il y a un enjeu démocratique aussi qui est très fort, qui est très bien résumé par Hannah Arendt, qui vous dit une fois qu'on peut plus avoir, enfin typiquement, je n'arrive plus à croire personne, ils ont tous quelque chose à nous vendre. C'est assez glaçant quand on compare avec ce qu'elle disait sur le totalitarisme, en disant quand tout le monde vous ment en permanence, résultat n'est pas que vous croyez ces mensonges, mais que plus personne ne croit plus en rien. Un peuple qui ne peut plus croire ne peut plus se faire une opinion. Il est privé non seulement de sa capacité d'agir, mais aussi de sa capacité de penser et de juger. Et avec un tel peuple, vous pouvez faire ce qu'il vous plaît. Donc en fait, c'est là où finalement, à partir de mécanismes qui sont uniquement des mécanismes commerciaux, où vous dites après tout, il n'y a pas d'enjeu démocratique associé, c'est la vieille règle du business, essayer de faire acheter à quelqu'un son produit, ben, on se rend compte qu'il y a des conséquences sociales qui sont beaucoup plus larges à partir du moment où ces discours ambivalents, ils sont aussi systématiques dans la société. Juste dire que aussi, c'est justement là le bricolage des gens qu'on parlait, qu'est-ce qu'ils font, comment ils font pour faire confiance au contenu qu'ils voient, parce qu'on remarque aussi que la navigation sur les réseaux sociaux n'est pas en baisse. Fait que ça veut dire que malgré les contraintes de confiance, il y a quand même un gros afflux sur les réseaux sociaux, même sur les achats en ligne. Donc il y a quelque chose ici d'un peu contradictoire, puis c'est là que dans le fond que c'est intéressant de comprendre qu'est-ce qui se passe. T'sais. On va regarder un peu les résultats qu'on a obtenus des entretiens compréhensifs. Je vais ajouter. D'abord, ce qui était vraiment étonnant, c'est que la majorité des participantes, je vais dire participantes parce que c'est tellement des femmes, ça les dérange pas qu'il y ait des marques sur Instagram. Donc, pour vous donner un exemple, il y avait une participante, elle a répondu mot pour mot, là, donc je vais vous faire un peu de... ça me dérange pas. En même temps, je sais que la business, c'est la business. Fait qu'il y a une espèce de conscientisation quand même que la présence des marques, puis que c'est pas nécessairement de bonne foi de la part de l'Instagrammeur. Ça veut dire que il y a quand même une conscientisation par rapport au fait que ça peut être commandité ou non de la part d'une marque. Ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que la majorité des participantes aussi, qui n'étaient pas dérangées par la présence du contenu commandité, croient que ça n'a aucune influence sur elles. Fait que ceci, c'était vraiment intéressant. Il y en a une participante, elle a dit « Découvrir des choses comme ça, je trouve ça intéressant, mais après, moi, ça m'influence pas. » Fait qu'il y avait aussi cette dimension-là que ça dérange pas parce que on croit que ça n'a pas d'influence. Pour continuer, par rapport aux gages de confiance auxquels les participants pouvaient se fier ou non, c'était très variable. Même si certains gages revenaient d'une participante à l'autre, ils les voyaient pas de la même façon. On parle des 4 gages principaux, notamment la différence de notoriété des marques. Est-ce qu'il s'agit d'une multinationale, par exemple, ou d'une marque locale? La notoriété des Instagrammeurs aussi. Est-ce que c'est justement une vedette ou une amie? Le rapport de l'Instagrammeur aussi avec les marques. Est-ce qu'il en propose tout le temps? Est-ce qu'il en propose une fois de temps en temps? Ça aussi, ça comptait. Puis, la valeur et l'intégrité de l'Instagrammeur qu'on a réuni parce que ça n'a pas été soulevé souvent. Mais comme on parlait tantôt, est-ce que c'est une nutritionniste, par exemple? Puis est-ce que c'est le nutritionniste qui s'affiche, est-ce qu'il publie du contenu santé ou non? Est-ce que c'est congruent? Est-ce que c'est un vegan puis finalement il nous propose de la viande? Là? Ça serait peu probable, mais c'est quand même considéré. Fait qu'il y avait un exemple aussi, tu sais, il y a une différence, quand je parlais de la différence entre les marques, si c'est une grosse marque ou une petite marque, le verbatim qui était vraiment intéressant que je vous avais mis, c'était, tu sais, la plus petite marque, ce serait aussi, reste que ça reste du marketing, mais ce serait peut-être plus pour l'aider à se développer, pour faire plus de visibilité. Je pense que ça lui offrait pas plein d'argent versus une grosse compagnie. Fait qu'il y avait vraiment une différence d'interprétation, d'intention, dépendamment si c'était une grosse compagnie ou non. Par rapport à la notoriété des Instagrammeurs, si c'était si c'était un Instagrammeur populaire ou non, là aussi, il y avait des différences d'intention. Si c'est un Instagrammeur vraiment populaire, est-ce qu'il y a plein de choix de contrats, donc il peut vraiment choisir les contrats qui pour lui font du sens, ou est-ce que c'est un Instagrammeur qui cherche de la visibilité, donc qui accepte des contrats sans avoir trop le choix. Fait que ça aussi, c'est des différences dans les intentions.
Puis c'est ça, le rapport à l'Instagrammeur avec les marques, comme on disait, si c'était concluant ou si c'était trop souvent, pas assez souvent. Ça aussi, il y avait des différences d'intention ou d'interprétation de bonne foi dans le contenu. Un autre résultat vraiment intéressant qu'on a soulevé, c'est que si Instagram et les prescriptions, si Instagram et le contenu qui est diffusé ne prescrit pas ça, n'influence pas en termes de comportement d'achat de marque, on se rend compte qu'il influence par exemple en termes de normes ou de manière de faire. Fait que je sais pas vraiment si c'est visible, mais on voit ici plein de sortes de représentations de ce qu'on appelle des smoothie bowls qui sont vraiment populaires là, dans le domaine alimentaire comme sur Instagram. Puis on voit aussi que toutes les présentations des smoothie bowls sont assez semblables. Donc, des rangées de fruits sur le dessus, plein de trucs comme ça. Mais qui a dit que c'est comme ça qu'on devrait présenter ou manger des smoothie bowls? On ne sait pas vraiment. Puis, il y a une participante aussi qui s'est dit, qui a verbalement expliqué que, wow, il est beau mon smoothie, je vais le prendre en photo, tu sais, il ressemble à ce que j'ai vu sur Instagram. Fait que ça, c'était vraiment intéressant parce que, au-delà d'un produit qui était conseillé, c'était vraiment plus une norme ou c'est ça, une manière de faire. Parce que dans l'ensemble des questions qu'on a posées aux participantes, on voulait savoir aussi c'était quoi leur habitude de cuisine, c'était quoi leur habitude de consommation, est-ce qu'ils cuisinent beaucoup, est-ce qu'ils cuisinent pas. Ça fait une différence parce que si un produit est conseillé comme une marque de pain, par exemple, et la personne qui cuisine beaucoup va savoir que si elle utilise une autre marque de pain, sa recette va fonctionner quand même. Fait qu'à ce niveau-là, l'influence pouvait diminuer. Mais, dans la présentation du plat, par exemple, pour voir qu'est-ce qui est trendy ou ce qui l'est pas, mais là, l'influence pouvait jouer, peu importe la compétence culinaire. Oui, exact. Je vais enchaîner, dans le fond, avec la discussion qu'on a eue par rapport à ces résultats-là, notamment par rapport à l'illusion de contrôle, qui était proposée par Flanger en 1975, pour ceux que ça intéresse, mais vu qu'on n'a pas le PowerPoint, à la fin, si vous voulez des références, vous viendrez me voir. L'illusion de contrôle, dans le fond, c'est la surestimation d'un pouvoir personnel sur un événement sur lequel on n'a aucun pouvoir. Fait qu'on crée des contingences sans qu'il y en ait réellement. Puis, on a associé ça à nos résultats parce que on se rendait compte, justement, est-ce que les femmes, les participantes ont une illusion de contrôle en pensant que ça n'a aucune influence sur elles. Si on se rappelle du premier résultat que je vous ai présenté. Puis il y a 3 facteurs importants là-dedans qui favorisent l'illusion de contrôle. C'est le tri de l'information, parce que là, on utilise Internet. Fait qu'on peut choisir le contenu auquel on s'expose, comparé par exemple à la télé ou qu'on ne choisissait pas, par exemple, les publicités. Fait qu'on peut se dire, ben, c'est moi qui choisis de voir ça de toute façon, donc je sais déjà que je trie l'information qui n'est pas pertinente, par exemple. Il y a aussi le niveau de scolarité. Les participantes, je ne vous ai pas mentionné, étant donné que c'était une méthode de proche en proche, évidemment, c'est quand même, il y avait des ressemblances parmi les 8 participantes. Notamment, c'était toutes des personnes, sauf une, qui étaient diplômées de l'université. Fait que ça a une grosse influence parce que le niveau de scolarité favorise l'illusion de contrôle aussi. On développe un esprit critique, on développe des capacités d'analyse, de synthèse, puis on développe une certaine confiance en nos capacités intellectuelles. Donc, ça favorisait aussi l'illusion de contrôle. Et finalement, le troisième facteur qui influence l'illusion de contrôle, c'est la charge émotionnelle. C'est inévitable, surtout parce qu'on parle d'alimentation. On a parlé aussi tantôt des facteurs qui pouvaient influencer le fait que ce soit toutes des femmes, dont l'image corporelle, l'intérêt pour la santé, tout ça. Puis ça, c'est des facteurs qui vont influencer aussi l'illusion de contrôle, c'est-à-dire qui va renforcer aussi le fait, mais ça va être plus, plus inconscient ces facteurs-là. La charge émotionnelle et motivationnelle aussi, à trouver, trier les contenus. Effectivement, alors donc ce qui nous intéressait, c'est de dire, illusion de contrôle, ça a été quand même beaucoup utilisé, notamment en économie, pour expliquer que finalement
les consommateurs étaient complètement incapables de maîtriser et de comprendre, ne serait-ce qu'ils ne contrôlaient pas tout à l'intérieur d'un marché. Donc c'est une vision assez pessimiste de l'autonomie ou de la capacité réflexive des usagers. Là, ce qui nous intéressait avec les théories de la prescription, c'est que ça permettait de pointer un petit peu pourquoi il y avait cette illusion de contrôle, et non pas simplement parce qu'on était trop angoissé et on voulait surtout pas voir qu'on ne maîtrisait pas tout, ou qu'on était tellement sûr de nous à cause de nos origines socioculturelles. Et la prescription, notamment, un des éléments intéressants dans la théorie d'HEL, c'est qu'il vous dit que les prescriptions ne portent pas tous sur le même degré et donc sont plus ou moins impliquantes pour la personne qui accepte de recevoir une prescription. Il fait une distinction entre des prescriptions qui sont de fait, des prescriptions techniques et des prescriptions de jugement. Et donc typiquement, la prescription de fait, ça va être simplement dire ce produit existe. Donc simplement, on informe sur l'existence à l'intérieur du marché d'éléments auxquels le consommateur n'aurait peut-être pas pensé. La deuxième dimension technique, ça va être de dire, soit ça peut être un comment faire, soit ça peut être aussi informé sur des critères qui pourraient être intéressants pour évaluer les produits. Donc typiquement, vous voulez vous acheter un ordinateur et puis vous dites mais c'est lequel qui a le plus gros disque dur, et puis la personne elle va vous dire mais tu sais que la mémoire vive c'est important aussi. Voilà, elle n'est pas en train de vous orienter vers le choix d'un ordinateur particulier, mais elle est en train de vous donner des autres critères à prendre en compte. Et puis la dernière, c'est celle qui est finalement la plus régulièrement perçue comme très impliquante, c'est celle de jugement. Et où là, en fait, c'est quand la personne va vous dire je te conseille d'acheter tel ordinateur spécifiquement, le modèle Toshiba etc. Et où là, effectivement, il y a une délégation non seulement sur la sélection de tous les produits possibles en termes d'achat, sur les critères qu'il faudrait utiliser pour classer tous ces produits, et en plus même sur l'avis définitif sur quel produit est le meilleur. Donc, et la plupart du temps, avec cette partition des prescriptions, quand on relit les enjeux de confiance, on se rend compte qu'effectivement, la plupart du temps, quand on parle d'enjeux de confiance, on est sur de la prescription de jugement. Parce que c'est évident pour tout le monde, je suis en train de déléguer à quelqu'un l'autorité de choisir pour moi. Donc ça, c'est quand même assez important. Et dans ces cas-là, on est assez attentif, justement, et assez critique vis-à-vis de qui va être reçu comme un prescripteur légitime. Donc, pour ce niveau de prescription, dans les entretiens, ce que nous renvoyaient les enquêtés, c'est que pour elles, c'était de la prescription de fait. C'est-à-dire qu'elles allaient chercher des recettes, des types de recettes. Donc, typiquement, voilà, je fais des soupes tous les jours. J'ai besoin, au bout d'un certain temps, de savoir comment faire un petit peu de nouveau. Mais derrière, mon circuit d'approvisionnement, il est déjà en place. Je vais pas le modifier. Je suis pas en train d'essayer de voir où je pourrais consommer tel ou tel aliment. Les recettes que je vais sélectionner, je vais me les approprier, donc je vais reprendre l'idée, mais pourquoi pas, je vais pas mettre les mêmes ingrédients, je vais pas mettre les mêmes épices, etc. Et puis en plus, il y a un niveau de littératie alimentaire très élevé qui fait que de toute façon, même en admettant qu'il y ait juste la photo avec le titre de la recette, ça suffit pour donner une idée suffisamment précise à la personne pour qu'elle se dise je vais le refaire moi-même, j'ai pas besoin d'aller chercher, ne serait-ce que même quelque chose qui relèverait de la prescription technique, c'est-à-dire une recette avec faut faire ci, faut faire ça, faut mettre tel type d'aliment, etc. Donc le niveau perçu d'influence est vraiment minimal. En revanche, ce niveau perçu, effectivement, il tient pas complètement à l'analyse, parce que autant c'est vrai que le fait d'acheter telle marque parce qu'elle a été représentée à côté de l'assiette, etc., il y a très peu de risques que ça fonctionne comme ça, que les mécanismes de l'influence soient aussi directs. En revanche, à travers cette idée qu'on va juste chercher l'inspiration pour des recettes, on ne voit que l'idée d'une influence transactionnelle, c'est-à-dire une marque qui arriverait à vous faire acheter par sa seule présence cette marque-là plutôt qu'une autre. Alors qu'en fait, comme commençait à en parler Camille, à travers ces images, on voit les prescriptions d'un ensemble de normes et de pratiques qui sont véhiculées par les marques et qui renvoient en fait à un vieux phénomène où à chaque fois qu'on regarde une pub, c'est très difficile de dire qu'elle est efficace, parce que au contraire, dans un monde où il y a on est exposé à plus de 2000 messages par jour, chaque message a d'autant moins de chances d'arriver à avoir une quelconque, ne serait-ce que marque d'attention, et efficacité en termes d'achat, c'est vraiment très très loin. Donc plus il y a de variété, plus c'est difficile d'exister au milieu de tous ces messages en concurrence.
Mais par contre, qu'au niveau micro, la publicité soit pas très efficace pour une marque donnée, ça veut pas dire qu'à un niveau macro, il n'y a pas quand même un phénomène très très influent, majeur, qui est la mise en place de normes, notamment la mise en place de solutions consuméristes à tout problème. Et effectivement, là, on voit qu'il y a une des critiques récurrentes de la publicité, c'est-à-dire une sursollicitation. On est en permanence en train de vous dire, vous pourriez cuisiner ça, et puis ça, et puis aussi ça, et puis aussi ça, et puis aussi ça. Et donc Camille qui venait aussi, moi c'était la pub, et puis elle c'était les préoccupations de santé. Effectivement, ces sursollicitations, ça n'encourage pas une diète équilibrée et à savoir s'arrêter. Il y a aussi des questions de mise en scène, de quantité, de nourriture, d'équilibre nutritionnel qui vont pas vers le bas. Il y a aussi la transmission de normes sur ce que c'est que le niveau minimal d'élaboration de la cuisine au quotidien. Avec en plus, alors un des autres éléments qu'avait identifié Camille dans son analyse des contenus, c'est que c'est toujours décontextualisé. C'est jamais la nourriture en contexte alimentaire. Alors ça, pour les sociologues de l'alimentation, c'est tout de suite alarme en disant bon, c'est la nourriture, c'est un fait social. Quand on l'essentialise, il y a des risques que ce soit pas pour aider les gens à s'individuer et à développer leurs saines habitudes alimentaires. Effectivement, il y a le fait que ce soit uniquement les plats comme ça fini, il y a plus aucune question de temps que ça a pu prendre pour le faire, ni d'espace nécessaire, et puis de matériel disponible en cuisine, etc. Ce qui fait que ça fait quand même une pression sur l'exigence de qualité, de performance, d'investissement du coup au quotidien pour faire la cuisine. Tout ça, c'est des normes qui vont mettre la pression en fait, du coup, sur les femmes en l'occurrence, étant donné que c'est essentiellement des femmes qui suivaient ces comptes. Donc bien sûr, une pression à la performance parce que avec cette esthétisation du contenu, on montre plus du tout les ratés, on montre plus du tout les moments intermédiaires, on montre plus du tout les moments où tout est sale et où on n'est pas complètement sûr que ça va prendre, etc. Et puis enfin, donc oui, il y a aussi tout un tas de normes esthétiques dont on parlait Camille tout à l'heure qui sont mises en valeur. Je te laisse. Ouais. Alors, il y a plusieurs limites de la recherche, là, notamment le nombre d'enquêtés. Bon, on en avait seulement 8. C'était comme plus une méthode exploratoire, là, justement. Aussi, pour certains entretiens, on a utilisé Skype pour des contraintes soit de géographie ou de tempête de neige, parce que c'est le classique québécois. L'utilisation de Skype qui est quand même importante à retenir. Tu sais, on peut parler peut-être de contraintes, mais on ne sait pas vraiment. C'est-à-dire que vu que c'est des entretiens compréhensifs, on veut vraiment, tu sais, avoir un contact avec la participante. Dans ce cas-ci, la participante. Puis il y a peut-être des choses qu'on peut manquer à cause de l'écran, tu sais, qu'on peut ne pas saisir justement si c'est de la nervosité ou des trucs comme ça. En revanche, je pense que ça peut aussi avoir du bon, justement parce qu'on est des inconnus. Puis si la personne à qui je parle est dans le confort de son foyer lorsque je la rencontre, mais justement, c'est aussi peut-être que ça peut aider le dévoilement ou ça peut avoir peut-être des avantages ou des désavantages, mais on l'a quand même noté. C'est pas écrit, mais il y a aussi la méthode de proche en proche qui est discutable parce que ça fait que l'échantillon se rejette. On ne dit pas échantillon dans ce cas-ci, mais ça fait que les participantes ont un profil vraiment semblable. On a vu aussi que dans ce cas-ci, ça pouvait être représentatif, mais je pense que ça serait bien justement d'explorer davantage avec un plus grand nombre de personnes, avec des gens justement, des hommes, des femmes, peut-être des cultures différentes aussi. On sait que la population est vraiment diversifiée, donc ça serait bien. Puis aussi, pour terminer, je voudrais vous parler de quelques contenus qui sont sortis depuis la fin aussi du mémoire. Moi, j'ai déposé au mois de septembre, mais j'ai travaillé là-dessus pendant l'hiver, puis l'été. Notamment, il y a des tests en ce moment sur Instagram qui sont faits sur l'officialisation d'une collaboration, par exemple. C'est encore discutable, c'est encore testé, il n'y a rien d'officiel. Ça reste très flou quand c'est sponsorisé, officialisé, c'est-à-dire qu'il y a encore du contenu, même si c'est écrit que c'est petit. On l'a vu tantôt avec les images d'Alexandre, que parfois, même si c'est identifié, c'est pas nécessairement évident.
Il y a des micro-documentaires qui ont été effectués par RAD de Radio-Canada sur les collaborations entre Instagrammeurs et marques. Si ça vous intéresse, c'est vraiment des courts vidéos. Puis aussi, il y a une nouvelle émission qui sort ou qui vient de sortir. Je crois que sa première diffusion, c'était mardi dernier à VRAC TV sur justement le métier d'Instagrammeur maintenant qui est en hausse, là, et sur les méthodes et de la part des marques et de la part des Instagrammeurs. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ces contenus-là par vous-même. Alors voilà. Ouais, parce que effectivement, ça c'est aussi un gros problème, c'est que d'habitude les contenus marchands, ils étaient produits par des professionnels de la communication marchande qui n'avaient pas toujours complètement appliqué, mais étaient censés avoir intégré une certaine éthique de la communication d'influence. Et là, tous ces micro-influenceurs, ils sont pas du tout formés à la communication. Donc quand on leur fait signer un contrat, ils ont pas nécessairement conscience de ce que ça sous-entend. Et pour l'instant, il n'y a pas réellement eu d'enquête faite vraiment sur cette conscience des enjeux quand ils s'associent à des marques. En revanche, il y a eu des émissions où ils étaient invités, où ils pouvaient s'exprimer. Effectivement, il y a une très très grande candeur face à ce que proposent les marques. On dit, c'est génial, ils sont intéressés par ce que je fais, ils m'aident à faire, et puis ils se rendent pas compte derrière tous les mécanismes de mise en visibilité qu'active la marque en faisant ça. Donc c'est sûr que ça nécessite une certaine professionnalisation. Le truc par rapport à ce que disait Camille, c'est ce qu'on fait avec Marie-Ève Carignan et Dany Baillargeon, c'est notamment des analyses sémiotiques des formes que prennent ces contenus ambivalents. Et on voit qu'il y a plein de possibilités d'existence d'informations qui pourraient être très très claires. Et elles sont jamais choisies. Donc il y a quand même l'analyse sémiotique permet de montrer qu'il n'y a vraiment pas de grand intérêt de la part des professionnels de la communication d'influence pour se rendre plus lisible. Et puis dernier élément, c'est on a beaucoup parlé de ces questions d'illusion de contrôle, de confiance, de tolérance face au contenu, parce que finalement, c'est pas on déteste la publicité, etc. Les réponses c'était pourquoi pas, on fait avec, et puis c'est embêtant quand il y en a trop, etc. Et finalement, même des entretiens compréhensifs permettent pas toujours d'arriver à saisir exactement c'est quoi le rapport de la personne à ces contenus-là. Parce que notamment dire, oui, c'est sûr que c'est un peu énervant, mais je pense que je suis capable de gérer. Ce serait pas la même chose. Je pense notamment, on s'est dit, les méthodes expérimentales pourraient être pas mal. On met les gens face à des contenus. Ils disent, c'est super intéressant. En fait, c'est une publicité. Et là, de recueillir à ce moment-là leur avis en disant, qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes surdiplômés, surcompétents et qui pensez que vous n'allez regarder que des prescriptions de faits. Est-ce que là, vous vous sentez trahi ou pas, etc. Parce que je pense qu'après, il y a l'avis plus global, il va gommer ces moments d'avis concret face à un contenu qu'on reconnaît d'un seul coup comme différent de ce qu'on pensait, quoi.